Donc bonjour Gauthier Baudouin, donc on s'est déjà rencontrés On s'est déjà rencontrés il y a quelques années, au même endroit, dans les mêmes dans les salons. mêmes circonstances sur le salon D'accord. Marjolaine. Bon, alors depuis, j'ai un peu mieux compris grâce à Guylaine, à Marie-Ange Guesquière, qui est correctrice chez vous, c'est ça? C'est ça, membre du conseil d'administration qui fait Oui, beaucoup de relectures. voilà, elle fait des choses intéressantes. Alors, donc finalement, vous êtes intéressé par quel aspect? Vous connaissez un peu le travail, l'anthroposophie, vous la connaissez aussi ou c'est pas votre sujet? Alors je connais un petit peu forcément, puisque quand on s'intéresse à la biodynamie, Oui. pour la comprendre, il faut connaître la pensée globale de Steiner, mais je ne suis pas spécialiste non. Alors, quand même, globalement, comment pourriez-vous résumer ou caractériser la pensée de Steiner, justement? Alors c'est pas facile à résumer justement, mais disons que c'est une pensée qui met vraiment l'homme au centre de... D'où son nom, Anthropos, oui. Anthropos, voilà, selon Oui. son nom, oui, oui. L'homme au centre de la nature et de l'évolution, c'est un peu ça qui la caractérise, enfin, qui la différencie d'autres courants écologistes d'aujourd'hui, quoi. Ah oui, oui, mais enfin, l'anthroposophie, elle n'est pas née d'hier, finalement. Elle n'est pas née d'hier. Alors, à l'époque, il y avait déjà d'autres courants, enfin, c'était... Alors c'est né de la théosophie, Oui. qui était un petit peu antérieure. Voilà. Steiner lui-même avait participé à la théosophie. Il y a un peu une sorte d'opposition entre théosophie et anthroposophie, voilà, Dieu et homme, enfin bon. On peut dire ça comme ça. Donc il s'est séparé de ce courant théosophique et il a créé l'anthroposophie. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'anthroposophie, c'est qu'elle a aussi contrairement à d'autres courants spiritualistes de même type, elle a des implications concrètes et des réalisations dans la vie concrète, matérielle. Alors, une question que je voudrais vous poser, c'est, bon, il y a le mot nature. Alors, finalement, nature, l'homme et la nature, c'est pas tout à fait pareil non plus. Est-ce que l'homme, parfois, il prend des... Est-ce qu'il est... L'homme, parfois, il prend des distances par rapport à la nature. En tout ce qui est le monde technique, c'est pas vraiment la nature. Tout à fait, hein. Donc, finalement... finalement, pour appeler, donc finalement, le rapport entre l'agriculture et l'homme, c'est pas si évident que ça, finalement. Parce que l'homme, il a un rapport, d'ailleurs c'est le problème, il a un rapport compliqué avec la nature, l'homme, c'est d'ailleurs ça qui fait le problème de l'écologie. Bah oui. Et justement, je pense que l'agriculture, c'est la première chose qui a marqué la différenciation de l'homme et de la nature. Voilà. À partir du moment où l'homme a décidé ou a eu les impulsions spirituelles qui l'ont différencié de la nature, il a créé l'agriculture. Et oui. ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'évolution. Donc l'agriculture, en fin de compte, ce serait en quelque sorte une façon de... Ce n'est pas le respect, enfin, je veux dire, c'est à la fois avec la nature et contre la nature. Tout à fait, oui. C'est ça, d'accord. L'agriculture, c'est travailler avec la nature, mais c'est quand même la contraindre beaucoup. Et oui, vous avez raison. On a transformé les espèces oui. naturelles en espèces domestiques, et au lieu de vivre directement de la chasse et de la cueillette, on a travaillé pour plus travailler pour vivre. Vous avez raison, parce que parfois on associe agriculture et nature. En réalité, c'est un peu comme le sculpteur par rapport à son matériau. Il a un rapport il va le transformer, cette nature. Ça, hein. Et quelque part, ça amène toujours à un rapport conflictuel. Oui, il y a toujours quelque chose de cet ordre-là. Et de soumission, et dans les deux sens, quoi. Donc c'est normal que l'homme ait un rapport de force avec la nature quelque part. Alors c'est normal, en tout cas c'est aussi un peu la pensée anthroposophique, c'est qu'il y a une certaine... que l'homme est pris dans un courant d'évolution, si vous voulez, un peu comme un individu au cours de sa vie. Quand on est petit, on est totalement dépendant de ses parents. Après on est à l'adolescence, on est un peu en crise, on cherche à penser par soi-même. Donc là on pourrait dire que c'est le moment où l'homme a créé l'agriculture, c'est dissocié de la nature. Et quand on devient adulte, on devient... Absolument, oui, d'accord. Quand on devient adulte, on devient plus sage, on se renoue avec sa famille et on arrive à évoluer de façon plus douce. Et c'est certainement, j'espère en tout cas, l'avenir de l'homme que de pouvoir recréer des liens plus fraternels avec la nature. C'est ça, donc il faut à la fois... Oui, c'est ça, ce que je crois que c'est très clair ce que vous dites, Baudouin, c'est que c'est à la fois une relation... il faut dialoguer avec la nature, mais il faut quand même quelque part affirmer
c'est la créativité de l'homme, en quelque part. Tout à fait. C'est ça qui. Chaque homme est un petit monde en lui et un individu, et chacun doit s'affirmer, et l'humanité en général doit s'affirmer par rapport à la nature, Oui. mais doit l'aider justement aussi à évoluer pour le futur. Doit aider la nature à évoluer? C'est aussi une particularité de la pensée anthroposophique, qu'est-ce que ça veut que dire? l'homme, que la Terre est un organisme vivant à part entière, et que comme tous les organismes vivants, elle vieillit, elle se sclérose, elle devient malade. Alors en ce moment, elle est surtout malade de l'activité de l'homme, mais même naturellement, elle tend vers ce courant de vieillesse. Et l'homme est peut-être là pour, en tout cas c'est l'ambition, la grande ambition de Lectures biodynamiques, c'est de maintenir la Terre dans un état de jeunesse, de souplesse et de santé plus longtemps que... Autrement dit, la nature ne pourrait pas survivre quelque part sans l'homme. Enfin, je veux dire, elle n'aurait pas la même évolution, elle n'aurait pas la même dynamique si l'homme n'était pas là. Voilà, il l'aide à être elle-même. À être elle-même. En tout cas, dans le futur, il l'aidera à être... Ah oui, oui, c'est intéressant ça. Non, j'avais pas pensé à cet aspect des choses, et ça me parle beaucoup, ça m'intéresse. Et alors, il y a aussi la question des rythmes cosmiques. Enfin, parce que je crois que Steiner s'intéressait pas mal à ça. Je crois qu'il a écrit même sur le zodiaque. Moi, il a écrit des choses. Tout à fait, oui. Pour Steiner, c'est l'agriculture biodynamique. Un des aspects de l'agriculture biodynamique, c'est effectivement de prendre en compte les grands rythmes cosmiques, lunaires et planétaires. Oui, voilà. Oui. Et en fait, les impulsions spirituelles de l'homme et même les formes dans la nature proviendraient d'entités qui vivent dans le cosmos. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup aussi. C'est peut-être pas votre sujet, mais quand vous dites des entités, ça pourrait être des entités spirituelles ou des entités extraterrestres. Ça pourrait être des entités qui viennent d'un autre monde ou de l'autre monde ou l'au-delà. Voilà, c'est des entités qui sont en tout cas d'un autre monde, ça c'est sûr, extraterrestres, puisqu'elles ne sont pas sur Terre, elles sont extraterrestres quelque part, mais pas le petit homme vert dans sa je sais pas, moi je vous écoute. Enfin, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est que dans le cosmos existent des entités spirituelles qui ont une influence sur Terre. C'est des dieux, quoi, finalement. Oui. Et alors, qu'est-ce qui a... Bon, moi, ça m'intéresse beaucoup aussi, mais alors, qu'est-ce qui a amené Steiner à penser que c'était la meilleure explication? C'est une nouvelle théologie, quelque part, où on retombe un peu dans la nette parce que c'est quand même les dieux, on parle des dieux quand même. Là, on est quand même quelque part, on n'est pas complètement éloigné de la théosophie. Tout à fait, oui. C'est vrai. C'est aussi Madame Blavatsky, c'est-à-dire l'idée des guides spirituels, enfin, je sais pas, ou des maîtres spirituels. Il y a un peu de ça aussi, sauf que pour Steiner, il n'y a pas vraiment de guide spirituel, mais chaque individu peut avoir accès à ce monde par un travail, peut avoir accès à ce monde spirituel, et pour Steiner, ce que lui était capable de réaliser en pensée, de visiter justement ce monde spirituel, chacun de nous peut le faire. C'est ça, et c'est justement le chemin de l'humanité de se séparer de ses guides, et que chaque individu soit son propre guide. Mais tous les gens qui pratiquent la biodynamie n'adhèrent pas forcément à cette problématique. Là, c'est vrai que je suis allé vite très loin. Non, mais c'est intéressant, mais je voulais simplement resituer pour dire que c'était pas forcément... C'est vous qui m'avez mené sur ce chemin-là. Je suis désolé. Chaque agriculteur biodynamiste n'adhère forcément pas à ça. Et moi, ce que je dis là, c'est des aspects personnels. Oui, bien sûr. Non, mais je me posais la question. Et il y a beaucoup de façons différentes d'entrer dans la biodynamie, mais il y a des aspects concrets agronomiques de terrain qui visuellement des aspects agronomiques de terrain que les agriculteurs peuvent constater quand ils commencent à employer des préparations biodynamiques, et ça, c'est ça qui convainc la plupart des agriculteurs, qui sont bien souvent des hommes de l'action concrète. Voilà, donc et alors finalement le travail de Steiner, il a travaillé aussi sur l'éducation, je crois. Il a travaillé aussi sur l'éducation, oui. Donc, qu'est-ce qu'on en tire de cette voie pédagogique Alors voilà, c'est vraiment pas mon sujet de prédilection, mais ça aussi, c'est de laisser
de laisser les enfants Oui. évoluer à leur propre rythme. Ouais, ouais. C'est-à-dire que dans une école, Un peu comme Rousseau, oui. Enfin. voilà, une école de pédagogie Steiner, on va pas dire à 7 ans il faut que l'enfant il sache lire. Ouais, 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 à ouais. 10 Très ans, bien, il faut ouais. savoir faire des Mmh. divisions. Ouais, ouais. C'est chacun fait avance à son rythme. Oui, Et dans la pédagogie Steiner, il y a une grande importance qui est donnée à l'aspect artistique des choses, à l'aspect au Oui. travail manuel, oui, et à pas trop tout intellectualiser oui. et à rester dans le monde concret, quoi. C'est ça, ne pas plutôt une tête bien faite que bien pleine, enfin quelque Voilà, part. c'est exactement ça. Hein. D'ailleurs, parfois les parents prennent un peu peur parce qu'ils se disent voilà, Il apprend rien. par rapport à voilà, par rapport à ses Il ne sait pas calculer, il ne sait pas lire. ses copains, il est en retard, mais finalement on voit que Voilà. quand le cycle C'est Steiner ça. se termine et que les enfants réintègrent Oui. le collège, Oui, le oui. lycée, ça se passe bien en Ouais, général ouais, parce ouais. qu'ils ont appris Voilà. à être Leur cerveau est rodé, il est capable Tout à fait, d'assimiler et facilement. surtout, je pense qu'ils ont appris à savoir vivre entre eux et à Oui, savoir avoir c'est des relations important avec les aussi, adultes, oui. c'est très important aussi. D'ailleurs, j'ai l'impression que, si j'entends bien les critiques qui sont faites actuellement à l'éducation, on est un peu steinérien aujourd'hui. Enfin, Bah, c'est vrai je veux dire qu'on a quand même un petit peu entendu son message. On a entendu son message, mais après c'est pas le seul pédagogue qui allait dans son Non, sens. ouais, d'accord. Les écoles freinées, les écoles Oui. des souris sont aussi des courants qui vont un peu dans le même sens. Oui, voilà. C'est à partir de ça que doit se ressourcer l'éducation nationale aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais vous-même, est-ce que vous êtes issu de cette formation Moi-même, non. Non, je me posais la pas- question de savoir si vous aviez Moi, j'ai pas bénéficié fréquenté de cette formation quand vous étiez jeune. J'ai pas été à l'école Steiner, non. Mais enfin, vous êtes, disons que vous avez une évolution personnelle dans ce sens-là, je suppose. Tout à fait, ça fait maintenant assez longtemps que je travaille dans le milieu de la survie dynamique et donc j'ai appris beaucoup et cherché dans ce sens-là depuis quelques années. Alors, est-ce que parce que c'est une question qui nous intéresse beaucoup sur notre chaîne, est-ce qu'il y a une conception de la société chez Steiner ou dans la biodynamique? Comment fonctionne une bonne société? Comment elle est organisée? Enfin, je ne sais pas du tout, je pose une question comme ça. Est-ce qu'il y a un discours sur l'ordre des choses, l'ordre du monde, l'ordre de la société, les typologies ou les castes? Enfin, je ne sais pas, je dis ça comme ça, j'en sais rien. Oui, tout à fait. Il a proposé ce qu'on appelle aujourd'hui la triarticulation sociale. C'est-à-dire que pour lui, il y a 3 grands pôles dans la société qui doivent s'articuler entre eux. Ah, très bien. Le pôle économique, le pôle culturel, spirituel et économique. Et le pôle juridique, Ah, en fait, très bien. le pôle des lois, des règles. Oui, oui, c'est ça. Donc Ouais. le pôle culturel, artistique, spirituel, le pôle vraiment de l'activité économique et le pôle de la formation des règles et des lois. Donc il y a quand même une réflexion très Et il y a poussée. une réflexion poussée à ce oui. niveau-là, oui. Et chacun de ces pôles doit être indépendant et entre eux créer la meilleure synergie. Donc par exemple, l'idée actuelle d'un revenu de base, elle traversait déjà l'œuvre de Steiner par exemple, Ah, dans oui. le sens où pour lui l'activité économique, on ne devrait pas se nourrir de ce qu'on a produit dans le passé, mais on devrait se nourrir des besoins futurs de la société en fait. Oui, C'est un, Oui. peu ça l'idée. en effet, oui. Ouais. C'est quelque chose qui a été repris dans ce sens-là, quoi. Et alors, est-ce que bon, Steiner, il est plutôt à partir au monde germanique quand même quelque part, non? Comment on peut dire Ah oui, ça? tout à fait. Il était, Oui. il était- Est-ce que ça correspond parce qu'en l'Allemagne de la fin du 19e siècle, il y avait quand même une conception ils étaient très avancés au niveau social, par exemple, je crois. Ils avaient beaucoup développé, plus qu'en France d'ailleurs, la protection sociale, enfin, la solidarité. Enfin, je sais pas, il y avait quand même une organisation assez poussée sur le plan de la vie sociale. Il est mort en quelle année? Il est mort dans les il est années mort en 20? 1924. Oui, En Donc, 1925, pardon. voilà. 24, il y a eu pour la victoire, il est mort en 25. Et c'est vrai que pour ce qui me concerne, que je connais le plus l'agriculture, Oui. dans son cours aux agriculteurs, Voilà. il a insisté aussi sur cet aspect social, sur les liens qu'il doit y avoir dans les fermes. Quand il a donné ce cours, c'était beaucoup devant des grands propriétaires terriens, mais il a insisté sur le fait que les ouvriers avaient vraiment leur place et leur rôle dans cette économie agricole, et que ce n'était pas juste de la main-d'œuvre à délaisser. Et il a donné lui-même pas mal de cours devant des ouvriers, notamment quand il a construit le bâtiment
en centre probiotique là, en Suisse, à Dornach. Chaque semaine, je crois, il faisait un cours pour les ouvriers qui travaillaient à la construction de ce bâtiment. Donc il a réfléchi sur l'organisation du monde agricole, en fait. Le monde agricole comme lieu privilégié de modèle, pilote, oui c'est ça, effectivement, puisqu'il y a déjà dans le monde agricole déjà toute une structure sociale, toute une série de niveaux de société qu'il faut concilier. Tout à fait, oui. Oui, en effet, oui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la biodynamie? Alors le mot biodynamie, c'est lui qui l'a créé ou c'est venu par la suite, vous savez pas? C'est venu par la suite. Oui. Bah, très rapidement après le cours d'agriculteur, il y a concrètement des agriculteurs qui ont appliqué les principes qu'il avait donnés et d'autres chercheurs qui ont développé ces principes, puisque c'était quand même assez court, assez succinct pendant ces conférences. Il a fallu développer. Et ils ont créé le mot biodynamie. C'est les Allemands qui ont créé ça. Voilà, biodynamique. Biologie dynamique. Donc dynamisme dans le sens force, oui. Dynamisme. Ouais. En grec, c'est une agriculture qui prend en compte l'aspect énergétique du vivant, du monde vivant, si on veut, à travers ce qu'on appelle les préparations biodynamiques, qui sont des produits naturels mais de construction humaine. Et ces produits sont hautement dilués avant d'être pulvérisés sur les plantes et les sols, et ça leur apporte un surcroît de vitalité, mais d'un point de vue énergétique. Vous voulez dire qu'il y a des produits spécifiques des produits spécifiques à l'agriculture biodynamique. Ah oui, c'est ça, qui sont des qu'on peut utiliser, qui sont sous forme de flacons, de quoi Alors très concrètement, il y a deux produits aujourd'hui, il y en a deux qui ont été développés par la suite, mais deux qui ont été donnés par Steiner, qui sont dilués puis ensuite pulvérisés. Oui. Il y en a un, il est fait à base de bouse de vache. Oui, c'est ça, elle m'a parlé de ça. Dans une corne de vache qu'on enterre dans le sol. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Tout à fait. Et ensuite, ça, par exemple, on 100 grammes de cette bouse de vache qui a évolué dans une corne de vache dans le sol en hiver, on le brasse dans par exemple 40 litres d'eau qu'on va pulvériser sur 1 hectare. Donc on voit 100 grammes de bouse de vache pour 1 hectare de terrain. Donc on n'est pas du tout dans un aspect matériel, là on est dans un aspect énergétique. Et donc cette préparation-là, elle va enrichir la vie du sol, dynamiser la vie du sol, et pousser plutôt le côté croissance de la plante. L'autre produit qui lui est polaire, c'est la silice de corne, c'est de la poudre de quartz. Donc on prend des cristaux de quartz qu'on réduit en farine. Cette farine, on la met aussi dans une corne de vache qu'on enterre, mais cette fois-ci pendant l'été. Et on déterre ces cornes, on les vide. Corne de vache. Et ce produit-là, il va être pulvérisé sur les plantes. Et il va plutôt favoriser l'arrivée à maturité de la plante, la formation de la fleur, la formation du fruit et la qualité alimentaire. Une sorte d'homéopathie agricole. Une sorte d'homéopathie agricole, tout à fait. Et qu'est-ce que pense le milieu? Comment c'est reçu ces produits? Comment sont-ils reçus dans le milieu agricole en général? Est-ce qu'il y a des gens qui disent que ça ne tient pas debout ou que c'est valable? Enfin, ils regardent les résultats. Comment c'est reçu? Bien sûr, il y a des gens qui d'emblée ne croient pas du tout à l'aspect énergétique du vivant, qui pensent que tout est 100% matériel. C'est les mêmes qui ne croiront pas du tout à la médecine homéopathique, qui ne verront pas du tout à la médecine chinoise. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, des matérialistes purs et durs. Mais après, aujourd'hui, ça se développe beaucoup, surtout dans le monde de la vigne, et ça se développe parce que de la vigne, oui. Parce que les viticulteurs sont plus au petit soin avec leur production que les autres c'est vrai. Oui, forcément, bien. ils ont des enjeux importants. On recherche la qualité, on recherche la différenciation par rapport à ce qui peut se faire partout ailleurs dans le monde, on cherche le goût du terroir. Donc là, voilà, la qualité des sols et la qualité alimentaire de la plante est vraiment important. Et donc les viticulteurs qui constatent une amélioration nette de leur production grâce à la biodynamie s'y mettent beaucoup. Et donc il y a par exemple des crus, enfin des produits vinicoles qui sont particulièrement renommés et qui fonctionnent par rapport à ce genre de traitement. En fait, quasiment tous les plus grands vignobles de France utilisent la biodynamie quasiment sans forcément l'afficher, mais parmi les plus grands vignobles de France utilisent la biodynamie. Très intéressant. C'était la coulée de Séran, oui. C'était des vins de Bourgogne très réputés, des vins de Bordeaux très réputés. Oui, d'ailleurs le vin, effectivement, c'est un produit particulièrement noble, quelque part. Oui. Et ça, c'est vrai que pour la biodynamie, c'est un atout. Ça nous fait progresser par rapport au monde politique et à la reconnaissance qu'on peut avoir. Oui, bien sûr, oui.
Et au niveau médical, alors Alors au niveau médical à proprement parler, Steiner a donné aussi des cours aux médecins et des laboratoires pharmaceutiques comme Velleda et Bellvala sont aussi d'impulsion anthroposophique. C'est oui. un des fondateurs. Enfin, dans le courant de la médecine homéopathique, la médecine homéopathique d'orientation anthroposophique est encore existante aujourd'hui et a donné lieu à des remèdes oui. très intéressants. Et ces remèdes sont préparés à peu près comme vous l'avez dit tout à l'heure Alors le mode de dynamisation n'est pas le même, mais ces remèdes sont aussi préparés à base de produits naturels, hein, forcément, oui. de plantes, la plupart du temps de plantes cultivées, soit des plantes sauvages, soit des plantes cultivées grâce aux méthodes de lecture biodynamique, enfin avec les méthodes de lecture biodynamique. Et ces concepts de dilution sont aussi utilisés dans la médecine. Alors une dernière question que je pose à beaucoup de gens, est-ce qu'il y a un discours de Steiner, de l'anthroposophie ou la bionamie sur la question du masculin et du féminin, des hommes et des femmes? Est-ce que Steiner avait une certaine idée de la femme, par exemple, je ne sais pas, de son rôle, de sa complémentarité, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a à dire à ce sujet, quel que soit ce qu'il y a à dire? Là, je sais pas, c'est la question des sexes et du sexe traverse très peu son œuvre. Voilà, bon, d'accord. Je ne dirais pas, à part que les complémentarités, dans la nature jouent tout le temps, et entre les hommes et les femmes aussi, mais je n'ai pas plus à dire là-dessus. D'accord. Et donc finalement, pour terminer, votre rôle, comment vous voyez votre rôle, vous personnellement, dans cette mouvance Moi je travaille pour cette association qui s'appelle Mouvement à lecture biodynamique, et notre rôle c'est de promouvoir et développer la lecture biodynamique en proposant des formations, en proposant les préparations biodynamiques à la vente, et puis en impulsant la dynamique d'élaboration de ces préparations localement, parce que ça doit aussi rester au maximum des choses qui appartiennent aux paysans et qui sont fabriquées par les paysans, et pas seulement un produit commercial. Et donc mon rôle là-dedans, c'est d'impulser d'essayer d'accompagner les gens qui veulent aller dans cette démarche. Est-ce que par exemple les écologistes allemands sont particulièrement concernés par la biodynamie, puisque le mouvement écologique en Allemagne est quand même assez puissant Alors effectivement, la lecture biodynamique est plus développée en Allemagne qu'en France. Après, les liens avec l'écologie politique ne sont pas forcément marqués. Non. Oui. Et alors vous avez des publications, des revues, Alors on a différentes publications, on édite plusieurs livres dans l'année, et on a une revue associative qui s'appelle la revue Biodynamisme, un trimestriel avec un numéro. Il y a la maison d'édition Triade, ça fait partie de votre système ou c'est en dehors? La maison d'édition Triade, c'est effectivement des éditions anthroposophiques, mais on n'est pas lié on est lié spirituellement avec eux si on veut, mais on n'a pas de lien économique. Parce que moi j'ai un de mes amis, je crois, qui s'appelle Christophe Lazarides, je crois qu'il a publié un bouquin sur l'ère du Verseau, je vois comme ça. D'accord, ouais. C'est vrai que nous on s'attache aux questions agricoles et aux pratiques biodynamiques. Triade édite des choses plus larges sur ces évolutions de conscience de l'homme à travers les âges en fonction de la position du soleil. Voilà. Dans des constellations du oui, le point vernal, tout ça. Vous êtes au courant un peu de tout ça. Apparemment, il a publié un ouvrage très important il y a déjà une vingtaine d'années sur ce sujet. Je n'ai pas lu cet ouvrage, mais je vois. Christian Lazarides, oui. Édition Triade, je crois. Et il connaît très très bien ce sujet. Donc vous pensez que ça existe, cette notion de nouvelle ère, New Age, enfin vous entrez un peu dans le New Age quand même quelque part. Il était assez classifié New Age, oui. si on veut. Oui. Oui, je pense que... Est-ce que l'humanité est programmée pour passer par un autre état, je sais pas, Oui, c'est un peu ce que je vous ai dit en introduction. Et on va conclure. Je pense que c'est vrai, et on peut penser que les rythmes cosmiques sont les marqueurs des étapes de cette évolution, quoi. Cela dit, petite parenthèse, ça n'encourage pas forcément la pratique de l'astrologie, par exemple. Je ne sais pas, je me souviens plus très bien. Bon, j'ai un bouquin chez moi qui s'appelle Les harmonies zodiacales de Steiner, enfin je veux dire, mais lui-même, ça ne débouche pas forcément sur
sur la croyance dans l'astrologie ou le thème natal ou des choses comme ça. Non, ça n'encourage pas ça dans le sens où pour l'homme, chaque individu c'est complètement émancipé même de ces influences cosmiques. Oui. L'ensemble de l'humanité il y est peut-être encore D'accord. soumise, mais pas chaque individu. Voilà. Et la grande différence avec la lecture biodynamique, quand on utilise des calendriers lunaires, on est basé sur les tailles réelles des constellations dans le ciel et les phénomènes astronomiques et pas astrologiques. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est le débat entre constellations et signes zodiacaux. Voilà. C'est ça. On fait cette différence entre constellations et signes zodiacaux et nous on utilise des constellations. Oui, elle m'avait montré des papiers à ce sujet, je crois. Oui. Des documents où il y avait des calendriers. Vous avez un calendrier véritablement. Un calendrier on appelle le calendrier des semis, qui ne concerne pas seulement les semis, mais tous les travaux qu'on fait dans la culture des plantes. Et ce calendrier est basé sur les positions de la Lune dans les constellations, mais les constellations actuelles. Oui, on a regardé l'autre jour avec Marie-Ange, ça ne correspondait pas exactement aux positions c'est décalé de 25 degrés à peu près. Même pas seulement un décalage, c'est que en astrologie, le ciel est découpé en 12 constellations de 30 degrés, alors que actuellement, ça c'était vrai il y a 2000 ans, mais actuellement quand on regarde le ciel, certaines constellations sont plus grandes que d'autres. Par exemple, la constellation de la Vierge sera beaucoup plus grande, étendue que la constellation de la Balance. Et les gens qui font les calendriers, ils tiennent compte de la taille des constellations, et c'est la référence, c'est vraiment la constellation telle qu'elle est, et pas le découpage en 12 parties égales. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur Baudouin.